ce webinaire dédié à la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc ce matin, c'est le service social qui va animer ce webinaire dédié à la question. Donc l'idée, c'est de vous présenter un peu le dispositif, la cellule, les acteurs qui interviennent et surtout de vous montrer des exemples. Donc sur le principe, comme d'habitude, je laisserai les intervenantes se présenter. Mais comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions sur le chat et on fera des temps d'arrêt pour répondre à vos questions. Voilà, donc je vais laisser Madame Angèle du coup poursuivre la présentation. Et puis je vous souhaite un bon webinaire. Oui, alors bonjour à tous, Léna Angèle, responsable du service social à la CGSS. Et merci à Léa Allen, préventeur, de nous avoir introduit pour ce webinaire, ce premier webinaire du service social. À mes côtés, deux collaboratrices, Madame Simia Gadana, donc assistante de service social sur le secteur de Petit-Bourg-Marie-Galante et référente à la cellule PDP. Et Madame Marichka Richard-Marguerite, assistante de service social sur le secteur de Goyave, Capesterre et Trois-Rivières, également référente à la cellule PDP. Alors, le menu de ce webinaire, nous allons dans un premier temps vous présenter les missions du service social de la CGSS. Donc CGSS, c'est un sigle qui veut dire Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe. Nous avons souhaité en quelques mots vous présenter quelques mots-clés qui illustrent bien ce que nous faisons. Donc vous voyez le menu qui s'affiche là, donc la présentation du service, et puis nous ferons un focus sur la mission prévention de la désinsertion professionnelle qui effectivement incombe au service social de la sécurité sociale. Et nous vous présenterons enfin la cellule prévention de la désinsertion professionnelle. Donc ce sont des mots un petit peu techniques, mais que nous vous expliquerons au fur et à mesure. Voilà, donc nous voyons apparaître quelques mots-clés qui illustrent bien ce qu'est le service social de la sécurité sociale. Tout d'abord, il est spécialisé en santé. Il est né en 1959. Vous avez donc des mots-clés qui parlent d'eux-mêmes. Vous avez organisme privé service public. Effectivement, en Guadeloupe, c'est un organisme privé qui assure un service public. Vous avez des missions qui sont dévolues au service social avec une méthodologie, une écoute active notamment. Il intervient pour des salariés, des retraités, mais notamment pour le régime général. Parce que pour le régime agricole, nous avons la joie d'avoir une assistante de service social qui intervient pour les exploitants agricoles. Et puis nous travaillons avec des partenaires internes à la caisse et externes. Nous proposons au public aussi des offres de services, donc des propositions d'intervention, d'écoute, de réception, de suivi à domicile. Nous intervenons dans certains cas comme des médiateurs et nous utilisons, il faut le savoir, un logiciel métier qui nous permet de saisir régulièrement toutes les informations principales sur les situations des personnes dans le respect de la confidentialité. Et nous intervenons bien sûr pour l'assuré social lui-même, mais aussi ses ayants droit, donc son conjoint, ses enfants. Et puis n'oublions pas les travailleurs indépendants qui sont très impactés par la crise actuelle. Alors nous avons aussi des actions à mener envers ce public. Et nous sommes sollicités, donc vous voyez sollicitation. Nous intervenons sur toute la Guadeloupe, y compris Saint-Martin. Donc slide suivante, merci. Et donc là, nous avons tenu à vous présenter l'équipe. Donc la directrice de la direction de l'accompagnement et de la prévention, Madame Nina Chiselma, Madame Gina Rabineau, qui est la responsable du pôle prévention santé sociale. Ensuite, vous me voyez moi-même avec deux adjointes, Mesdames Vautier et Ocagos. Et vous avez toute l'équipe qui est déclinée avec 2 territoires. Donc, mais vous pourrez toujours obtenir les noms ultérieurement. Voilà. Alors, nos missions, évidemment, elles se déclinent en axes d'intervention. Elles ont évolué depuis 1959. Et là, ce qui nous est demandé principalement, c'est de sécuriser les parcours en santé des personnes atteintes de pathologies lourdes. Donc, ce sont des personnes qui sont reconnues en infection de longue durée ou qui sont suivies sur le plan médical pendant assez longtemps.
Vous avez aussi donc le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, nous avons un acte important à effectuer en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, ce qui représente aujourd'hui à peu près 60% de notre activité. Nous devons ensuite, en une intervention complémentaire, stabiliser le retour à domicile après hospitalisation, et notamment pour les personnes qui ont plus de 60 ans, 70 ans. Et nous devons agir pour le bien vieillir, alors avec d'autres partenaires internes et externes que nous évoquerons tout à l'heure. Et puis en transversalité, nous sommes en marche vers l'inclusion numérique, c'est-à-dire que vous avez remarqué que beaucoup de réclamations s'effectuent en ligne. Alors nous devons aider les assurés à pouvoir accéder au numérique. Et là, pour ce faire, nous devons pouvoir les orienter et les détecter précocement pour les accompagner. Et enfin, nous avons deux autres interventions. Nous devons retenir et soutenir les aidants qui sont très sollicités actuellement. Et nous avons aussi un rôle de promotion des actions de prévention primaire notamment. Vous avez entendu parler de MT-Dents, il y a des campagnes antigrippales. Vous avez donc des actions que nous devons relayer sur le terrain. Voilà en gros les missions du service social de la sécurité sociale. Alors, nous avons des modalités d'intervention qui sont diverses. Donc, c'est l'entretien de visu, c'est-à-dire que nous recevons quelqu'un à notre bureau. Et pendant la crise sanitaire, nous avons développé l'entretien téléphonique, parce que c'était le seul moyen de rester en contact avec les assurés. Les visites à domicile demeurent, mais elles sont plus exceptionnelles. Et puis, nous sommes en démarche, en médiation, nous orientons les personnes. Ça suppose de connaître la plupart des dispositifs qui existent dans ce département. Et nous travaillons en action concertée à la fois avec les secrétaires médico-sociales qui sont nos partenaires en interne au service, et nous pouvons provoquer aussi des réunions de synthèse avec les partenaires qui sont impliqués au niveau de la situation d'une personne ou d'une famille. Enfin, nous pouvons mettre en œuvre des actions collectives. Donc nous déclinons ce qu'on appelle des interventions collectives. Souvent, ce sont des réunions d'information. Et nous avons aussi des projets qui sont mis en œuvre sur le terrain, qu'on appelle intervention sociale d'intérêt collectif ou du travail social de groupe. L'intérêt, c'est de repérer les problématiques santé et de pouvoir associer la population, souvent des groupes de 10-15 personnes qui vont pouvoir, avec un parcours de plusieurs sessions, nous suivre avec des intervenants divers, internes à la caisse, pour leur expliquer l'accès aux droits, mais aussi pour qu'ils aient une meilleure connaissance de leurs difficultés de santé et de comment les accompagner et les soigner. Alors, vous voyez apparaître là un élément important aussi de nos interventions, qui consiste à aider les familles en difficulté financière. Et vous avez donc des prestations qui sont déclinées, on ne va pas rentrer dans les détails, mais par exemple, quelqu'un qui doit s'occuper d'un enfant qui est malade, il peut obtenir une aide à hauteur d'1 mois d'indemnité journalière qui est calculée par l'assurance maladie. Et donc nous devons instruire le dossier, puisque ce sont des prestations tout de même exceptionnelles et extra-légales. C'est comme ça que le terme est utilisé. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Mais il y a une évaluation sociale pour certaines de ces demandes et d'autres ne nécessitent pas notre concours. Mais il y a toujours un dossier à instruire et il faut se rapprocher du service social. Nous vous donnerons les coordonnées ultérieurement. On a une question. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à ce stade de notre intervention? Est-ce que vous souhaiteriez une précision? On a une question de Divina Boatus. Bonjour, comment se matérialise le soutien aux aidants? Alors déjà, le soutien aux aidants, déjà il faut qu'on puisse repérer l'aidant quand il se sent en difficulté. Donc c'est soit lors de nos échanges, même au téléphone, nous arrivons déjà à le faire. Ensuite, ça peut être en permanence d'accueil dans les points d'accueil de la sécurité sociale. Et ça peut être à domicile aussi. Et là, le soutien, c'est du soutien psychologique, c'est de l'aide aux démarches. Et peut-être que mes collaboratrices veulent compléter. Oui, en fait, l'aide aux aidants, c'est vraiment une mission transversale. Madame Angela a parlé de, par exemple, un parent, l'aide pour
la perte de salaire. Par exemple, une personne part accompagner un de ses parents, parce qu'en fait, nous, ce ne sont pas les aidants professionnels, hein, ce sont les aidants familiaux. Donc, une personne qui part accompagner un parent en transfert sanitaire, et puis en cours de route, on se rend compte que cette personne-là est aidant familial et qu'elle a besoin d'une aide, d'un soutien, elle a besoin d'une aide au repos. On peut l'orienter vers des structures, des associations, ou sinon, si elle a besoin vraiment d'un soutien psychologique, faire une demande d'aide financière pour l'aider à avoir l'aide psychologique. C'est vraiment une mission transverse. Donc c'est pas une mission... il faut vraiment que la personne rentre par une des portes d'entrée de nos missions, c'est-à-dire soit un transfert sanitaire, quelqu'un qui perçoit une prestation de la sécurité sociale. Lors de notre entretien, on va voir que cette personne est aidante et donc on peut l'accompagner parce qu'elle rencontre des difficultés. Mais on ne peut pas rentrer directement par la fonction d'aidant. Voilà. Et puis il y a d'autres associations, je comprends, peut-être que Marichka voulait s'exprimer, donc. Il y a d'autres associations dans le département aussi qui complètent le travail que nous effectuons. Par exemple, pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, nous avons des associations et des structures, des établissements de santé qui interviennent déjà. Donc, comme France Alzheimer Guadeloupe, que je cite pour vous. Voilà. Donc, on peut continuer, peut-être qu'il y a d'autres... non? Merci beaucoup. Alors là, nous venons vous parler d'une autre partie de nos missions, qui est celle de mettre en œuvre l'action sociale retraite. Alors, vous avez décliné, si vous voulez, en gros, le panel d'intervention, par exemple, l'aide au retour à domicile après hospitalisation, quand un patient est hospitalisé. Alors, nous préparons la sortie avec le service social de l'hôpital, quel que soit le lieu en Guadeloupe, et y compris dans l'Hexagone, puisque Madame Katana Simia vient de parler des transferts sanitaires, qui est une des particularités des services sociaux des caisses générales, donc Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte et Guadeloupe. Et donc, effectivement, quand les personnes ne disposent pas de tout le système de soins pour se soigner en Guadeloupe, eh bien, nous les accompagnons quand elles sont à leur domicile. Quand elles sont hospitalisées et qu'elles doivent sortir de l'hôpital, eh bien, nous faisons le point avec le service social de l'hôpital quand il existe. Voilà. Et donc, nous avons des interventions aussi pour tout ce qui concerne l'aide à l'habitat, les secours aussi exceptionnels. Un exemple qui illustrera bien nos propos, il nous arrive à domicile de constater qu'une personne âgée risque de mettre le feu chez elle parce qu'elle a toujours un réchaud qui peut mettre en danger, en péril l'habitation. Donc nous pouvons lui proposer de la doter d'une cuisinière à gaz ou électrique pour pouvoir éviter qu'elle ne soit en danger. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut nous signaler très précocement les situations de personnes retraitées, mais des autonomes qui sont bien sûr atteintes d'affections de longue durée, par exemple type diabète, hypertension, affection cardiaque, ça peut même être des cancers. Mais nous travaillons en concertation donc avec nos partenaires du conseil départemental, des centres communaux d'action sociale et tous les services sociaux du département. Par contre, je voudrais préciser, il faut que ces personnes perçoivent une retraite versée par le régime général. Tout à fait. Alors, vous avez là s'affichant l'adresse mail qui vous permettra de nous joindre, de nous signaler toute situation de précarité, de fragilité qui correspond et bien sûr à nos missions, et les coordonnées téléphoniques du secrétariat, parce que les assistantes de service social et les adjointes qui m'accompagnent, on n'est pas forcément joignables directement parce qu'elles sont aussi sur le terrain, hein, c'est un métier où nous sommes en mouvement. Donc les secrétaires médico-sociales, qui sont au nombre de 5 au service, et je le précise, avec 12 assistantes de service social pour couvrir toute la Guadeloupe, eh bien vous pouvez les joindre à ces 4 numéros-là, ou bien par mail. Donc vous nous exposez et vous précisez bien surtout le numéro de sécurité sociale de l'assuré. Parce qu'il faut savoir qu'à la sécurité sociale, la plupart des dossiers sont classés par numéro de sécurité sociale. Et nous avons besoin de vérifier que la personne relève bien du régime général
et qu'elle perçoit éventuellement des prestations versées par la CGSS. Alors je vais passer la parole à Katana Simia, merci. Et c'est elle qui nous fera le focus sur la mission prévention de la désinsertion professionnelle. Merci Madame Angèle. Donc comme vous a expliqué Madame Angèle, je vais vous faire le focus sur la mission prévention de la désinsertion professionnelle au sein du service social. Donc en fait, cette mission, comme l'a précisé Madame Angèle, représente plus de 50% de notre activité. Donc elle cible pour public les personnes fragilisées par la maladie et qui représentent un risque de perte d'emploi. Donc ces personnes peuvent être des salariés du régime général, titulaires d'un contrat de travail ou encore des travailleurs indépendants en activité. Donc la porte d'entrée, donc c'est les modalités de saisine du service social. Donc nous avons ce qu'on appelle des signalements automatisés, donc qui vont être des requêtes internes, des signalements du service médical, des sollicitations de partenaires internes ou externes. Donc partenaires internes, ça peut être les partenaires qui paient directement les prestations en espèces, donc les indemnités journalières. Ça peut être aussi l'assuré via son compte Amélie ou sur la plateforme téléphonique, donc le 3646, ou encore les assurés qui appellent directement au numéro du secrétariat que vous a indiqué Madame Angèle. Alors, l'accompagnement proposé. Donc, une fois que la personne a fait son signalement, donc nous lui faisons une offre de service attentionnée. Donc cette offre de service, en fait, va consister, dans un premier temps, lorsqu'il y a des facteurs bloquants, au niveau des versements des indemnités journalières, à faciliter l'obtention des droits. Donc pour cela, nous allons faire une médiation. Donc on va rétablir la communication entre l'assuré et les différents services administratifs. Donc ça peut être aussi le service médical. Donc en fait, et tout ceci pour lui permettre de dédramatiser la démarche de retour à l'emploi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à la personne de mobiliser ses ressources, que ce soit des ressources au niveau familial, des ressources professionnelles ou des ressources sociales, pour qu'elle puisse se projeter et mettre en place avec nous ce qu'on appelle un plan d'aide concerté. Et donc dans le plan d'aide, en fonction de la situation de la personne, on va voir avec elle où elle en est et l'orienter vers les différents professionnels et dispositifs du réseau PDP. Donc, au niveau du réseau PDP, donc on a des professionnels qui interviennent comme la médecine du travail. Donc, cette personne, en fonction de son état, sera orientée vers la médecine du travail, qui verra avec elle, lors de, notamment si elle est encore en arrêt, une visite de pré-reprise. Donc, c'est un des dispositifs qu'on peut utiliser. Donc, la visite de pré-reprise, qui est une visite que l'assuré peut faire. Donc, c'est l'assuré qui demande, quand elle est en arrêt de travail, à rencontrer le médecin du travail. Donc, ça s'appelle une visite de pré-reprise. Et durant cette visite, elle va voir le médecin du travail, la personne va voir le médecin du travail qui va, en fonction de ses possibilités, voir au niveau de préparer sa reprise et lui faire des recommandations, soit un aménagement de poste, soit un changement de poste. Donc du coup, lors de cette visite de pré-reprise, la reprise du travail est préparée. Donc c'est une des clés de la mission PDP. C'est vraiment lors de ces différentes visites que vont faire les assurés lors de leurs arrêts de travail, que le médecin va pouvoir anticiper la reprise. On a aussi un dispositif qui est très important, qui est la RQTH, donc la reconnaissance de travailleurs indépendants, de travailleurs handicapés, excusez-moi, qui permet à la personne de bénéficier d'un accompagnement par un des professionnels qui est le Cap Emploi, et donc qui va permettre en fait à cette personne de bénéficier des aides de l'AGFIP. Donc, nous, dans notre accompagnement, nous allons voir l'assurée, voir avec elle quels sont ses besoins et faire en sorte que son état de santé, même si en fait elle a des difficultés de santé, de voir comment elle peut reprendre le travail en l'informant sur les dispositifs qui existent et en l'orientant vers les différents partenaires. Et tout ça en fait pour garantir sa reprise du travail. Donc c'est ça la mission PDP du service social. C'est garantir aux personnes qui sont en difficulté de santé une reprise adaptée à leur état. Voilà. Alors, j'ajouterais, pour compléter ce que disait Madame Simia, qu'il peut y arriver que le salarié ne se sente pas prêt à reprendre le travail. C'est important de le dire,
parce que ce n'est pas, si vous voulez, c'est pas une pression qu'on va lui mettre pour qu'il reprenne le travail. C'est simplement que la visite de pré-reprise, c'est un moment d'échange avec le médecin du travail pour faire un point de situation aujourd'hui sur comment je me sens physiquement, physiologiquement, sur le plan du traitement, de ce que j'envisage par la suite. Donc si je ne me sens pas en capacité de reprendre, et si le médecin lui-même dit mais de toute façon il n'est pas question que vous repreniez, mais il est important que l'assuré déjà puisse parler de son projet. Il peut avoir un projet qu'il mettra en œuvre pendant son arrêt maladie. On peut continuer. Oui, donc on va continuer avec la présentation de la cellule PDP que je vais donc présenter. Voilà. Donc alors, la cellule intervient à la suite d'une maladie ou d'un accident de travail, quand certains salariés en fait risquent de ne pas pouvoir reprendre leur activité. Donc la cellule, qu'est-ce que c'est? Au final, c'est une mise en commun de compétences diverses pour un accompagnement précoce. On insiste sur le terme précoce parce que c'est vraiment dès le départ que nous accompagnons les assurés de manière à leur permettre de maintenir leur employabilité. C'est aussi une coordination des services au niveau du département pour un traitement des cas urgents et complexes. Alors, comment est-elle composée? Donc, la cellule est composée donc, par plusieurs professionnels, parmi lesquels nous pouvons citer donc, le médecin du travail. Donc, au niveau de la cellule PDP en Guadeloupe, donc, il y a le médecin du travail de la CIST, mais également le médecin du travail du CSTG. Il y a également donc, un inspecteur du travail, donc, de la DIECT, un référent de la MDPH, en la personne d'une assistante sociale, un référent du SAMET, donc Cap Emploi, et l'assurance maladie, qui est représentée donc, avec le médecin conseil, le service social avec donc, Madame Angèle, Madame Signa et moi-même, un référent de l'assurance maladie, donc un référent pour les indemnités journalières maladie, mais également un référent pour les indemnités journalières AT-MP et rente. Et également un préventeur, donc au niveau des risques professionnels. Donc pour pouvoir accéder à la cellule, donc le service social est le point d'entrée. Le prérequis très important, c'est d'avoir le consentement éclairé de l'assuré. Donc il faut vraiment l'informer de l'orientation qui est proposée, donc expliquer à l'assuré que par rapport à sa situation, il est nécessaire d'obtenir donc des informations de plusieurs partenaires et donc solliciter son accord pour présenter sa situation en cellule, même si effectivement en cellule les situations sont évoquées sous couvert d'anonymat. Alors l'émetteur, donc l'émetteur peut être toute personne ayant connaissance de la situation de fragilité d'un salarié. Donc il peut être son employeur, son médecin traitant, le médecin du travail, des travailleurs sociaux ou toute autre personne qui pourrait présenter sa situation donc, au regard de la cellule. Donc nous avons constitué un support qui est une fiche de signalement qui est spécifique à la cellule PDP. Et cette fiche de signalement doit être transmise donc, à l'adresse qui suit, cellulepdp@cgss-guadeloupe.fr. Donc pour illustrer nos propos, nous allons vous présenter des situations, des exemples de situations qui ont été présentées en cellule et qui vont vous permettre de mieux appréhender notre intervention dans ce domaine. Donc s'il n'y a pas de questions, d'accord. Alors donc on va y aller. Donc la première situation est celle d'une femme de 35 ans. Elle est célibataire, sans enfant. Elle est propriétaire d'un appartement qu'elle a dû quitter en raison de suites opératoires douloureuses pour retourner vivre chez ses parents. Donc elle est atteinte d'une pathologie chronique et invalidante qui ne lui permet plus de réintégrer le poste de vendeuse qu'elle occupe depuis 9 ans. Donc au moment de la rencontre, Madame fait preuve d'une farouche motivation pour sa reconversion professionnelle. Elle avait déjà sollicité donc, la MDPH pour obtenir sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, qui prenait fin donc, en 2021.
Alors la rencontre s'est déroulée en 2019. Son projet était déjà bien ficelé. Elle sollicitait notre soutien pour pouvoir le voir aboutir, mais dans un premier temps sans tenir compte de son état de santé et donc de ses restrictions. Au niveau professionnel, enfin de sa formation, elle est titulaire d'une licence en management marketing et souhaite devenir web designer. Donc la question de départ, il s'est agi pour nous de savoir où en était-elle de ses prestations légales. Parce qu'effectivement, elle est en arrêt maladie, mais il nous faut d'abord nous assurer qu'au niveau des prestations, que la situation soit stable pour pouvoir passer un palier au palier suivant qui concerne donc la formation. Donc avec le service médical et les services administratifs, nous avons pu faire le point sur ces indemnités journalières. Ensuite, par rapport à la visite de pré-reprise, c'est vrai que parfois le terme pré-reprise porte à confusion et suscite certaines réticences. Alors, la visite de pré-reprise s'appelle ainsi, mais elle ne veut pas forcément dire, comme l'a expliqué Mme Angèle précédemment, elle ne veut pas forcément dire que le salarié va en visite juste avant sa reprise. En fait, la visite de pré-reprise, c'est vraiment faire un point avec le médecin du travail sur les capacités et voir les restrictions pour une éventuelle reprise de l'activité. Donc, bien sûr, nous essayons toujours de savoir si le salarié a déjà fait cette visite et donc, si elle n'est pas faite, l'orienter le plus tôt possible vers le médecin du travail de manière à ce qu'on puisse concrètement savoir quelles vont être les potentialités sur lesquelles nous allons pouvoir travailler avec elle. Donc, au cours de cette évaluation, nous effectuons également la définition du besoin. Donc, pour la situation proposée, le besoin était vraiment d'accéder à une reconversion professionnelle le plus rapidement possible. Mais comme il est indiqué dans la présentation, l'assuré ne tenait pas compte de son état de santé et souhaitait aller au-delà en fait de ses capacités propres. Donc il a fallu l'orienter pour une action de remobilisation qui avait pour objectif en fait de l'aider à s'apaiser. On sentait la pression, la volonté de reprendre une activité professionnelle, mais pas la prise en compte de l'état de santé. Donc vraiment travailler sur la globalité. Ensuite, quand elle a pu être davantage sereine par rapport à son état de santé et aux objectifs en fait, qu'elle s'était fixés, donc nous avons accentué sur l'accompagnement de la démarche de soins. Parce qu'après les prestations, donc la possibilité pour nous de stabiliser la partie financière, il faut aussi stabiliser toutes les démarches au niveau des soins, donc de la santé. Dès lors que tout cela a été fait, nous avons pu donc effectuer un signalement à notre partenaire AGI Cap Emploi, de manière à ce qu'elle bénéficie d'un accompagnement plus axé sur sa reconversion professionnelle. Elle avait déjà donc effectué un bilan de compétences et donc avait quand même un projet adapté à son niveau de formation et aussi avec la validation des médecins, donc aussi à son état de santé. Donc nous avons signalé la situation cellule PDP de manière à ce que l'ensemble des partenaires qui œuvrent dans le domaine du maintien en emploi soient informés de la situation et ainsi également obtenir leur validation pour tout le projet et toute une piste de solution en fait. Voilà, exactement. Et donc, quand tout cela a été validé, nous avons pu effectuer une demande d'aide financière pour compléter en fait l'intervention de l'AGFIP dans le domaine de la formation pour les frais pédagogiques. Voilà. Merci. Oui. C'est comment se passe une action de remobilisation?
Alors il y a plusieurs types d'actions de remobilisation. Cela va vraiment dépendre de l'évaluation qui aura été faite par rapport aux compétences, aux ressources de la personne que nous accompagnons. Il peut s'agir d'actions de remobilisation pour que la personne puisse retrouver de la motivation pour toutes les démarches relatives à son maintien en emploi. Dans le cas présent, c'était de la remobilisation, mais plus pour la recentrer sur son état de santé et ce qu'il allait lui falloir mobiliser pour pouvoir effectuer la formation qu'elle souhaitait. Donc vraiment, il y a plusieurs types et en fonction, nous sollicitons des partenaires adaptés à la situation qui se présente. Alors je compléterai en disant que nous pouvons mettre en œuvre des actions de remobilisation à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Voilà. Et là, à titre collectif, ça veut dire qu'on a un groupe de personnes d'environ 10 ou 15 maximum qui sont donc réunis pendant plusieurs séances. Et il y a un état des lieux qui est effectué au départ et des objectifs à atteindre en fin de séance. Donc il y a peut-être 3, 4, 6 séances. Et après, ces personnes en principe sont prêtes pour se remobiliser justement pour travailler et peut-être se mettre ou mettre en place un projet, un nouveau projet professionnel. Donc on va passer à la deuxième situation. Non, c'est une situation que je vais vous présenter. Donc il s'agit d'une femme de 58 ans, donc elle est mariée et mère de 4 enfants. Donc les 3 premiers sont indépendants, donc le dernier qui est étudiant reste encore à sa charge. Donc son époux ne participe pas aux charges du foyer puisqu'en fait les relations sont conflictuelles. Donc madame est atteinte d'une pathologie chronique qui limite ses capacités de santé. De travail, autant pour moi de travail. Et au moment de la rencontre en fait, elle revenait d'un entretien avec le médecin du travail, le médecin conseil qui lui expliquait qu'elle ne pouvait pas reprendre son emploi tout de suite et qu'elle devait prolonger son arrêt pour basculer ensuite en invalidité catégorie 2. Donc du coup, la question du maintien de l'emploi s'est tout de suite posée parce que au niveau de son état de santé, elle sentait qu'elle ne pouvait plus continuer son activité. Mais c'est une personne qui étant encore jeune, donc elle a encore quelques années pour la retraite, et elle voulait quand même rester en activité. Donc, on est parti, étant donné que tout ce qui était prestations, IJ, elle avait ses droits ouverts, donc on est parti directement sur la question de l'employabilité. Donc, pour tout ce qui concerne la capacité de travail, donc il fallait qu'elle voie le médecin du travail. Or, ses employeurs, puisqu'elle travaillait chez les particuliers, n'étaient pas adhérents à la médecine du travail. Et donc, en fait, ce qui a été fait dans un premier temps, puisque en fait, lors de l'entretien, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de RQTH, sachant que la RQTH, comme je vous l'ai expliqué, qui est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, est en fait un dispositif qui permet le départ vraiment de la PDP, en fait, du travail en PDP, puisqu'en fait, avec cette reconnaissance, la personne peut bénéficier des aides de l'AGFIP. Donc du coup, je l'ai orientée vers la MDPH pour faire sa demande de RQTH. Lorsqu'elle a fait la demande de RQTH, donc elle a déposé et qu'elle avait le récépissé, je l'ai aussi signalé à Cap Emploi pour qu'elle puisse faire un bilan de compétences. En fait, le dossier a quand même été signalé en cellule par rapport au fait que son employeur ne cotisait pas à la médecine du travail, puisque comme vous a expliqué Madame Marichka, Marguerite, au niveau de la cellule, nous avons aussi les médecins du travail qui interviennent. Donc en fait, présenter son dossier en cellule me permettait d'avoir un retour. Donc ce qui m'a été dit en cellule, c'est qu'en fait, l'employeur devait absolument payer la cotisation. Et donc, vu l'âge de madame et son état de santé, le médecin conseil qui est aussi présent en cellule m'a dit qu'en fait, il vaut mieux qu'elle parte en invalidité. Donc, elle a fait sa demande d'invalidité et donc elle a eu une invalidité catégorie 2. Au niveau de ses ressources, comme je l'ai présenté, son mari ne participant pas aux charges du foyer, j'ai dû l'orienter vers l'épicerie sociale afin qu'elle puisse avoir une aide alimentaire. Donc pour réduire la part de l'alimentation sur son budget.
et lui permettre en fait de mieux se projeter au niveau de la reprise du travail. Donc en fait, là on peut voir dans cette situation, c'est que lors de la mission PDP, on est obligé de prendre la personne dans sa globalité. Et donc, en fait, des situations les situations sociales, le fait que son mari ne participe pas aux charges, le fait qu'au niveau des relations avec son époux, les relations sont conflictuelles. Donc, en fait, ça impacte notre accompagnement. Et avant même de se projeter sur la recherche d'un emploi ou d'une formation, il faut vraiment stabiliser cette situation. Donc, mon accompagnement a consisté en fait à l'orienter vers la recherche d'un logement plus stable. Donc on a fait ensemble une demande de logement social et j'ai fait un courrier d'appui. Par contre, elle a eu un retour en disant que comme elle était mariée, il fallait d'abord qu'elle fasse donc je ne l'ai pas mis là, il fallait d'abord qu'elle fasse en fait les démarches pour la séparation de son époux, ce qu'on a fait aussi. Donc je l'ai orientée vers le tribunal d'instance pour faire une demande d'aide juridictionnelle. Donc les démarches sont en cours. Et donc, en fait, cette personne, entre-temps, elle a été licenciée par son employeur. Donc, étant donné qu'elle n'a plus de contrat de travail, notre accompagnement PDP, en fait, a cessé. Mais je l'accompagne toujours, puisqu'en fait, elle a encore des problématiques de santé et elle perçoit des prestations de la sécurité sociale. Donc, je l'accompagne toujours pour les autres problématiques, mais pas dans la problématique PDP, puisqu'elle n'a plus de contrat de travail en cours de validité. Voilà. Merci Madame Signa. Je vais compléter en disant, vous entendez parler AGFIP, on a prononcé le mot à 3 reprises. C'est l'association qui regroupe en fait les employeurs qui cotisent justement et qui finance des possibilités d'adaptation de poste, du matériel pour les salariés qui sont soit sujets à un handicap ou à une difficulté de santé au travail. Et l'AGFIP d'ailleurs, pendant toute la période du confinement et du post-confinement, a mis en place des mesures exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire. Donc vous pouvez aller sur le site de l'AGFIP pour regarder tout ce qui est mis en place actuellement en Guadeloupe et qui est vraiment très important. On peut passer à la situation suivante, merci. Donc je vais continuer. Donc, pour cette situation, il s'agit d'une femme de 34 ans, mariée depuis 4 ans, sans enfant. Donc, au moment de la rencontre, son mari venait de perdre son emploi et il n'était pas éligible aux prestations chômage. Donc, il exerçait des activités informelles. Donc, les relations du couple étaient aussi conflictuelles. Donc, le couple était locataire, le loyer de 750 €. Madame travaillait dans le secteur médico-social depuis 17 ans et dans la même entreprise. Donc elle est atteinte d'une pathologie chronique qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Donc au moment de notre rencontre, elle était d'ailleurs en arrêt et elle venait de sortir de l'hôpital depuis une semaine. Donc et les soins se poursuivaient. Lorsque je l'ai rencontrée, effectivement, son arrêt était sur le point de s'arrêter, puisqu'en fait, je l'ai rencontrée un vendredi et elle devait reprendre le travail le lundi. Donc, l'intervention réalisée, donc, nous l'avons orientée vers une consultation spécialisée, parce que comme je vous l'ai expliqué, elle devait reprendre son travail le lundi. Et lorsque je l'ai rencontrée, j'ai vu que très clairement, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité. Donc, je l'ai orientée vers une consultation spécialisée pour prolonger l'arrêt de travail. Ensuite, pour pouvoir... En fait, c'était une personne dont la pathologie affectait beaucoup au niveau psychologique. Donc, lors de l'entretien, il s'est avéré qu'un suivi psychologique sur le long terme était nécessaire. Donc, j'ai fait aussi une orientation vers le centre médico-psychologique, donc le CMP, pour un suivi. Donc, ces indemnités journalières n'étaient pas payées, donc il a fallu faire la médiation, donc une réclamation au niveau du pôle PE, qui est en fait le pôle qui paie les indemnités journalières. Voilà, donc oui, elle avait aussi vu le médecin conseil qui avait décidé de la passer en invalidité catégorie 1. Donc en fait, il faut savoir qu'à l'invalidité, il y a plusieurs catégories.
en fonction de l'état de santé de la personne. Donc elle avait eu la première catégorie. Alors quand moi je l'ai rencontrée, son état de santé s'était beaucoup dégradé et donc je l'ai informée du fait qu'elle pouvait faire une révision de sa pension d'invalidité. Donc c'est ce qui a été fait. Donc j'ai rencontré le médecin conseil et on a discuté de la situation de la personne et le médecin conseil m'a expliqué qu'effectivement, sur présentation d'un certificat médical, la personne pouvait faire la révision de sa pension d'invalidité, mais qu'il fallait un document médical qui prouvait que son état de santé avait évolué négativement. Donc c'est ce que madame a fait. Et donc elle a eu la révision de sa pension en catégorie 2. Donc au niveau du médecin du travail aussi, nous avons fait une concertation. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la visite était une visite conjointe avec l'assistante de service social de la médecine du travail. Donc il a fallu voir avec le médecin du travail aussi pour la reprise de madame, comment elle allait reprendre, puisque son arrêt se terminait. L'arrêt allait être prolongé, mais voir aussi quelles étaient les capacités de l'assuré pour reprendre son travail et quel travail. Donc entre-temps, madame, l'arrêt a été prolongé une semaine. Madame a repris son travail ensuite. Donc le médecin du travail a fait des préconisations. Donc elle a repris son travail en temps partiel thérapeutique, 23 heures. Et ensuite, on a eu le confinement, donc crise sanitaire. En sortant du confinement, et maintenant elle est en télétravail 3 jours par semaine. Elle est en temps partiel thérapeutique plus télétravail. Donc c'est ce qu'on a vu avec le médecin du travail. Donc mon intervention aussi a consisté à me rendre, je n'ai pas mis là, sur le lieu du travail, donc à rencontrer l'employeur et à faire une médiation avec l'employeur, puisqu'en fait, lorsque l'assuré s'est retrouvé en télétravail, donc c'est un télétravail qui n'a pas été préparé. Donc l'assuré s'est senti exclu de l'entreprise et elle n'arrivait pas à suivre. Et donc en fait, le travail que j'ai fait avec l'employeur, c'était en fait de leur expliquer comment se sentait le salarié, parce que bien souvent le salarié n'ose pas dire ce qu'elle ressent à son employeur, de peur de la réaction. Donc nous, on est là aussi pour faire cette médiation et faire en sorte que les deux parties s'entendent pour que la reprise se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc avec l'employeur, on a travaillé sur la fiche de poste, quand madame est en télétravail, qu'est-ce qu'elle peut faire, et donc faire une fiche de poste chaque semaine, faire les tâches de madame chaque semaine, pour qu'en fait elle se sente réintégrée dans l'entreprise, qu'elle participe aux réunions de synthèse, aux réunions de service, parce qu'elle n'y participe pas du tout. Et l'employeur n'avait pas pensé puisque c'est vrai que le confinement nous a fait découvrir aussi une nouvelle façon d'intervenir, donc en dématérialisé, via Zoom. Donc l'employeur il n'avait pas pensé que lors des réunions de synthèse, qu'il pouvait en fait intégrer madame via ce média-là. Donc ça a été fait. Donc elle se sent mieux à son travail. Et donc en fait c'était ça. C'était en fait, l'accompagnement a été en partant des potentialités de la situation de la personne, comment faire en sorte qu'elle se sente mieux à son travail. On est d'abord passé par l'état de santé, puisque je l'ai rencontré, elle était malade. On a réglé le problème et au fur et à mesure, et c'est ça l'accompagnement PDP, c'est en fonction de l'évolution de la personne, enlever les freins qui pourraient faire en sorte qu'elle arrête son activité lorsqu'elle a décidé de reprendre. Et donc c'est ça la PDP, et aujourd'hui elle est au travail. Elle m'appelle de temps en temps quand il y a des freins, comme je dis, pour voir comment on peut solutionner. Merci Madame Angèle. Et puis voilà. S'il y a des questions. Il n'y a pas des questions, mais des remarques. Oui. C'est une question. Alors, j'ai Monsieur Henri Villance. Bonjour, pour info, afin de gagner en réactivité, le Cap Emploi et la GFIP peuvent également accompagner une personne qui s'est engagée dans une démarche de reconnaissance bien avant que la reconnaissance RQTH soit prononcée. Oui, mais il faut que la personne dépose le dossier. C'est bien la question.
Oui. Et ensuite, on a Divina Voitus, donc Cap Emploi, qui réagissait à la situation 2, en disant Cap Emploi aurait pu l'orienter vers le dispositif PASS, prestation d'appui spécifique. Ils orientent les bénéficiaires vers notre structure pour une évaluation ergonomique qui, à mon sens, vient en complément de l'action du médecin du travail. Oui, je suis d'accord, sauf qu'elle n'était pas en contact avec Cap Emploi. Elle n'avait pas de la QTH, elle n'avait pas déposé de dossier, et donc du coup, elle ne pouvait pas bénéficier de l'accompagnement de Cap Emploi. Ok. Donc c'est ça. Après, chaque situation en fait est unique et on met en place un plan d'action en fonction de la situation. Effectivement, si madame avait une RQTH, on l'aurait d'office, ou avait déposé son dossier, on l'aurait d'office orienté vers Cap Emploi. Or là, ce n'était pas le cas. En tout cas, je remercie madame pour les informations. Et alors, on a une question d'un anonyme. Les représentants du personnel peuvent vous interpeller pour aider un employeur à chercher des postes adaptés et conjointement avec le médecin du travail. Voilà, c'est deux questions. Est-ce que les représentants du personnel peuvent vous interpeller? Oui. Est-ce qu'il y a un travail conjoint qui peut se faire avec le médecin du travail sur les adaptations de postes? Alors, concernant les instances représentatives du personnel, il faut savoir que chaque année, la direction à laquelle nous appartenons participe aux matinées employeurs. C'est souvent en fin d'année, vers le mois d'octobre-novembre, et à cette occasion sont invitées justement toutes les instances importantes de l'entreprise, donc les employeurs, les directions RH ou représentants RH et les instances représentatives du personnel. Et c'est vrai que ces personnes posent souvent des questions, nous y participons chaque année, et toutes ces instances nous posent des questions quant à nos interventions en matière d'accompagnement, prévention de la désinsertion professionnelle. Donc ils peuvent venir nous signaler des situations qu'ils ont repérées. Je vous donnerai un exemple, il y a une enseigne de la place, que je ne nommerai pas, auprès de laquelle nous avons noté des grandes difficultés quand il s'est agi de racheter. En fait, l'enseigne a été rachetée par une autre enseigne. Et le personnel vivait un mal-être. Et ce sont des représentants du personnel qui ont interpellé les représentants de la CPDP, de la CGSS, pour signaler des situations critiques, à la fois sur le plan psychologique, mais aussi parce que c'était des personnes qui n'avaient pas toutes les informations et le dialogue en fait était un petit peu rompu entre l'ancien employeur et le nouvel employeur qui était en train de s'installer. Et nous avons accompagné des personnes, nous avons pris contact avec elles pour les rassurer et les informer aussi de leurs devoirs, mais aussi de leurs droits dans ce cadre-là. Et donc, en cellule PDP, nous avons examiné ces situations avec le médecin du travail, avec tous les partenaires, le médecin conseil de la sécurité sociale, parce qu'il y avait des personnes qui étaient en arrêt maladie pendant cette période de mutation de cette entreprise. Pas d'autres questions pour l'instant, on peut enchaîner. D'accord, donc on va passer à la situation 4. Donc la situation concerne un homme de 60 ans, il est célibataire, il a des enfants qui sont autonomes et il est propriétaire. Donc ce monsieur exerce une activité d'ouvrier agricole depuis près de 40 ans. Il a été victime d'une coupure de la main droite, il est droitier, au cours de son activité professionnelle. Donc au moment de la rencontre, monsieur était en arrêt depuis plusieurs mois, avec une faible indemnisation qui générait une situation de précarité. Le retentissement fonctionnel constant de sa lésion représentait un risque pour l'exercice de son activité professionnelle. Donc au départ, pour ce monsieur, nous avons donc, comme à l'accoutumée, procédé à une évaluation sociale avec la définition du ou des besoins. Donc pour lui, la priorité, c'était vraiment de comprendre pourquoi ses indemnités journalières étaient aussi faibles et comment il allait pouvoir continuer une activité puisqu'il était proche de la retraite mais n'avait pas encore atteint l'âge. Donc face à ces difficultés par rapport aux démarches administratives, il a fallu dans un premier temps mobiliser son entourage familial. C'est l'un de ses enfants en fait qui s'est porté volontaire pour l'accompagner aux entretiens.
et faire le lien avec les différents professionnels qui œuvraient en fait autour de cette situation. Donc cet enfant a vraiment été un levier parce que obtenir les documents pour régulariser la situation, c'était compliqué pour monsieur de les retrouver ou alors de solliciter les différentes instances qui pouvaient lui permettre d'obtenir les documents. Donc avec le soutien donc, de cet entourage familial, nous avons pu obtenir la régularisation de ces indemnités journalières. Alors pour cette situation, la problématique des indemnités journalières venait du fait que monsieur, donc l'entreprise dans laquelle il travaille, était en grève un mois avant, enfin le mois qui précède l'accident de travail. Sauf que pour le calcul des indemnités journalières accident de travail, l'attestation de salaire qui est fournie par l'employeur tient compte en fait du salaire du mois précédent l'accident. Donc ce salaire était bien moindre que ce qu'il perçoit habituellement. Donc ce qui avait conduit donc, à un calcul plutôt erroné donc des indemnités journalières. Donc en sollicitant l'intervention du service accident du travail, nous avons pu obtenir la régularisation de sa situation. Donc c'est vrai que parfois, enfin la plupart du temps, l'urgence vient vraiment par rapport aux situations financières, parce que dès lors que les revenus sont réduits, les assurés se retrouvent très vite acculés. Donc la plupart de nos interventions commencent en fait par une régularisation, voire une stabilisation en tout cas des revenus. Après avoir passé cette étape, nous l'avons accompagné dans la démarche de soins parce qu'il avait donc sa blessure, consultait régulièrement le chirurgien par rapport au rendez-vous qui lui était donné, mais il n'avait pas fait le point avec son médecin traitant de l'impact en fait de cette blessure par rapport à sa situation même au domicile. Donc du coup, comme je disais, nous avons accompagné donc cet assuré sur sa démarche de soins de manière à ce qu'il prenne vraiment en compte son potentiel, ce qu'il allait pouvoir faire dès la consolidation en fait de ses lésions. Il a fallu aussi procéder à une médiation avec l'employeur parce que c'est vrai que cette entreprise avait connu un mouvement de grève très récemment. Monsieur avait fait partie effectivement des salariés qui s'étaient mobilisés. Donc la médiation permet en fait d'apaiser les relations, de vraiment faire en sorte que la situation du salarié soit pleinement prise en compte et qu'elle reste au cœur de la démarche. Donc l'employeur a été montré vraiment très compréhensif et donc nous a soutenus déjà pour la régularisation des indemnités journalières, mais aussi dans l'accompagnement qui est proposé par le médecin du travail, puisqu'en parallèle nous avons également signalé la situation CDPDP. Donc c'est avec l'employeur qui est un partenaire important que l'ensemble des recommandations de l'étude en fait du poste, tout cet ensemble de démarches est fait. Donc vraiment l'employeur c'est un acteur incontournable. Donc nous avons abouti à une intervention concertée et ainsi permis en fait de préparer sa reprise d'activité. Aujourd'hui, donc, cet ouvrier agricole a repris son travail, pas au poste qu'il occupait précédemment puisqu'il était incompatible avec les séquelles laissées par cette coupure, mais il a pu obtenir donc un aménagement de poste et donc continue son activité. Et il va bientôt donc atteindre l'âge de la retraite, donc va pouvoir partir sereinement. Voilà. Donc c'était la dernière situation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'en ai pas sur le chat. Pas de questions? Alors nous préciserons que la cellule PDP donc, se réunit mensuellement. En général c'est le 3e jeudi du mois, l'après-midi.
de 14 h à 16h30 à peu près. Et nous précisons, c'est important, nous n'avons pas présenté de situation relative aux travailleurs indépendants parce qu'en fait, ils ne bénéficient pas d'un service de médecine du travail. Mais en revanche, ils ont la possibilité, la Caisse nationale est en train d'étudier et d'expérimenter un dispositif pour pouvoir les accompagner avec des structures qui vont bientôt, qui sont en train d'être repérées à la Caisse générale et qui vont pouvoir effectuer ce qu'on appelle une offre médico-professionnelle avec des consultations, 3 consultations maximum. Une en début de situation, une qui sera déclenchée par le service social éventuellement en cours de parcours et une 3e en fin d'accompagnement pour effectuer une évaluation de la situation du travailleur indépendant. Donc nous sommes en train de repérer les structures qui pourront accompagner ces travailleurs indépendants en Guadeloupe. Voilà, c'est en cours. Alors nous pouvons répondre à vos questions si vous le souhaitez. Nous allons vous présenter en fin de présentation un lien pour que vous puissiez vous documenter, parce que c'est souvent quelque chose qui est important, c'est de savoir est-ce que vous allez repartir avec des informations. Et donc voilà, on peut continuer pour pouvoir vous recommander de vous connecter à un film de présentation qui vous dira exactement et résumera tout ce que nous venons de vous présenter et qui a été élaboré par la Bourgogne et Franche-Comté. Nous espérons nous aussi réaliser notre film dans quelques temps, mais celui-ci est très bien fait. Et puis vous aurez accès à de la documentation très large en matière de prévention de la désinsertion professionnelle en cliquant sur le lien qui s'affiche. Ceux qui peuvent, avec leur téléphone, vous faites une photo pour pouvoir bénéficier de ce support. Mais de toute façon, Madame Léa Allen précise que nous vous transmettrons le support de présentation de ce matin, qui est une première pour nous, donc il faut nous excuser pour peut-être les moments d'émotion que nous avons eu ce matin à vous présenter cette mission bien spécifique du service social de la Caisse générale. Je terminerai en disant, avec les collaboratrices qui m'accompagnent, que nous intervenons pour toutes les branches de la Caisse générale, puisque par définition, une Caisse générale de sécurité sociale regroupe la maladie, la retraite, tout ce qui concerne le recouvrement, les risques professionnels, le régime agricole, et donc ce qui fait que nous, en transversalité, nous sommes en permanence en relation avec toutes ces branches pour répondre au mieux aux besoins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. On a une question. Serait-il possible d'avoir une rencontre partenariale avec le service social afin de mutualiser nos compétences? Je suis ASS à APF, Pôle Guadeloupe Autonomie. Oui, nous sommes ouverts à toute rencontre. Voilà, nous demandons à cette personne de laisser ses coordonnées et elle peut aussi nous appeler. On peut peut-être repasser le numéro si possible. Les points de contact du secrétariat. Oui. Et voilà, nous y étions. Voilà. Donc vous pouvez à nouveau noter nos points de contact par mail et par téléphone. Et nous pouvons dire que nous sommes l'un des rares services qui répond. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons affaire à des populations fragiles. Et pendant le confinement, il était important qu'on puisse répondre. Donc nous avons fait en sorte que nous répondions à tous ces numéros de téléphone. Voilà. Mais je dirais merci si il n'y a pas de questions et que vous avez à peu près compris le principe de nos interventions. C'est un premier focus que nous faisons. Il y aura d'autres rencontres dans l'année et avec des thématiques beaucoup plus précises parce que il faut savoir que les textes ont beaucoup évolué
Et au jour le jour, avec la crise sanitaire, il y a des nouvelles dispositions qui sont prises à la fois par le gouvernement et les caisses nationales. Donc nous aurons à cœur de vous tenir informés de l'évolution des choses. Alors, on a une question. On a une autre question de Jessie Samson. Prévoyez-vous un accompagnement aux personnes mises au chômage partiel depuis 1 an? Psychologiquement, les personnes vivent très mal cet isolement suite à la baisse d'activité de leurs entreprises. Donc, est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique sur ça? Non, ils sont pas en Alors, nous avons nos interventions sont axées par rapport à des personnes dont le contrat de travail est actif. Donc ces personnes peuvent être accompagnées si elles ont des problèmes de santé. Mais si ce n'est pas le cas, elles entrent dans le cadre de peut-être des missions du conseil départemental ou d'autres services sociaux du département. Il y a aussi dans les entreprises des services sociaux, dans les moyennes et grandes entreprises. Voilà, mais donc ce n'est pas nécessairement, c'est vraiment au cas par cas et en fonction de l'état de santé de la personne. Il faut savoir qu'en transversalité, s'il y a un problème de santé, oui. Sinon, nous ne pouvons pas intervenir en première instance. Et puis je peux compléter. Oui. Il faut savoir aussi que l'employeur a aussi une obligation de protection vis-à-vis de ses employés. Donc l'employeur aussi doit faire des recensements, voir si tout le monde va bien et proposer de manière collective ou individuelle des mesures pour faire en sorte que ses employés se sentent le mieux possible. Après, je sais qu'au niveau du confinement, j'ai entendu, il y avait des associations de psychologues qui ont mis en place des consultations gratuites. Donc les employés, les salariés qui sont en difficulté psychologique peuvent se rapprocher de ces associations. Par contre, je n'ai pas retenu forcément les noms malheureusement, mais je sais que ça existe. Alors il y a aussi l'association Boadab, l'association d'aide aux victimes, qui dans certaines situations où les personnes se sentent peut-être un peu discriminées ou en difficulté, peuvent faire appel à cette association qui dispense aussi ou qui met en œuvre de l'accompagnement psychothérapeutique. Et on a aussi sur le chat quelqu'un qui nous précise qu'il y a une cellule d'écoute psychologique mise en place pour les travailleurs handicapés dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc on peut retrouver le numéro dans le chat. On n'a pas d'autres questions. Nous allons conclure et dire merci à Léa Allen, à la direction de l'accompagnement et de la prévention, aux collaboratrices ici présentes et au service communication qui nous accompagne, Madame Wilène Ledrec, assistante de direction, qui est à nos côtés tous les jours pour mieux communiquer. Et vous, public, qui êtes là pour nous écouter. Alors, c'est le premier rendez-vous, mais ce n'est pas le dernier, donc à très bientôt. Ce n'est qu'un au revoir. Voilà. Et pensez à vous connecter sur notre site internet prévention-cgss971.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si on n'a plus de questions, on va clôturer ce webinaire et à très bientôt.